Début des plénières à l'Assemblée nationale, les députés ont examiné et adopté les projets d'ordre du jour et de calendrier des travaux de la première session ordinaire de l'Assemblée nationale au titre de l'année 2014. Appui logistique de la coopération allemande à la police nationale, un don de plus de 110 millions de francs CFA a été réceptionné ce matin. Messieurs, Mesdames, bonsoir. 4 audiences sur l'agenda officiel. Le président de la République, Issoufou Mahamadou, s'est tout d'abord entretenu avec le PDG de la Banque sahélo-saharienne d'investissement et de commerce BICIC, Ali Omar El-Mokhtar, à sa sortie d'audience. La Banque sahélo-saharienne pour l'investissement et le commerce, une banque régionale qui est créée depuis 1999 selon le traité qui était signé par les chefs d'État des communautés sahélo-sahariennes pour des objectifs importants pour réaliser le développement dans les pays sahélo-sahariens. Nous avons 14 filiales dans les 14 pays qui sont actionnaires et dans le Niger, un actionnaire important dans notre banque. Nous avons une filiale ici Niger, qui participe de l'économie du pays. Nous avons donné son excellence, le chef d'État, le président de la République, des idées sur notre activité dans la communauté de Saint-Saul et ici au Niger. Nos chiffres, ce que nous avons réalisé, notre nouvelle stratégie pour faire l'accent sur le développement. On participe ici au Niger d'augmenter le pourcentage de la bancarisation avec à peu près 14 maintenant agences et nous avons planning pour augmenter jusqu'à on couvre presque tous les territoires du Niger. Et on participe dans l'économie, dans le commerce, dans l'énergie, dans la communication. Le chef d'État nous encourage et nous donne beaucoup de conseils très utiles. On va les mettre dans nos stratégies. Nous avons remercié le Niger pour le soutien, pour vraiment tout ce qu'ils ont fait afin que notre communauté réussisse et notre banque communautaire réalise ses objectifs. La deuxième audience, le chef de l'État l'a accordée au groupe Dangote, conduit par Sani Dangote. La construction de la cimenterie de Malbaza était au centre de l'entretien. Mun zo ne mu gaida shi mai girma shugaba kuma mu ba shi bayani bisa kan aikin da ake yi na wajen kafa kamfanin siminti a nan Niger. Kamar yadda kuka sani ne kwanakin baya mun zo cikin watan Oktoba mun yi magana da shi kan alkawarin da za a yi gidan siminti a nan. To mun zo mun tabbatar mishi da cewa mun gama duka haƙe-haƙe na deposit binkicen shi dutsen limestone da gypsum, kuma mun ga quality na limestone din yana da kyau kuma yana da yawan da za a iya yin gidan simintin kamar yadda muka yi alkawari. Kuma mun gaya mashi program na fara aikin da za a yi da kuma tabbatar cewa waɗanda za su zo su fara haƙe-haƙe a wurin sun za su iso gari zuwa wannan satin ko satin farko ya fara ba. To amma kamar yadda kuka sani aiki ne wanda yake yana bin daki. To yanzu dai za mu iya cewa cikin yadda Allah mun zo inda yake za mu iya fara irga zuwa yaushe ne aka ga za a fara da kammalawa gaba daya. Tunda an gama binciken dutse ya yi kyau, an gama binciken ragowa abubuwan da ake bukata, to yanzu aiki ya kamata a fara. Kuma Allah so ba ta da jima ba, cikin in ce kasa da wata 2 haka za mu fara zuwa waje da za a fara dasa kayan aiki a waje. To kuma bayan sannan ragowa kuma insha Allah za su ci gaba da kamar da aka tsara. To aiki ne muke ganin zai yi kamar shekara 2, in ya daɗe 2 da 'yan watanni insha Allah, yadda Allah ya kammala a fara samun siminti a nan a ƙasar Niger. Shugaban ƙasa ya yi muna da wannan al'amari, na gode wa Allah da ya ba da dama da ikon da za a iya yi, kuma yana
shirye da ya taimaka da yadda ya kamata a taimaka don aikin ya zama ya yi akan cikin sauki da kuma kan lokaci. To shi ne abin da shi ya mana bayani a kai. Et vous l'avez corrigé de vous-même, il s'agit plutôt de la cimenterie de Gradawa au lieu de Malbaza. Le président de la République s'est aussi entretenu avec le président du groupe Source California, une société américaine spécialisée dans le domaine de l'énergie. À sa sortie d'audience, David Miller s'est confié à la presse. We're an American company here to help Niger with their electric infrastructure. Une société américaine, nous sommes ici dans le cadre du renforcement des infrastructures électriques au Niger. Nous sommes spécialisés dans l'énergie de haute tension et également l'énergie solaire photovoltaïque. Ça a été une réunion positive. Nous attendons, nous sommes impatients de commencer nos travaux d'infrastructure bientôt ici au Niger. Nous avons reçu le soutien du chef de l'État, il nous a rassurés. Nous espérons amener notre savoir-faire en matière d'électricité et d'électrification au Niger. Et vous savez que votre pays est riche en ressources énergétiques. Votre président a montré son intérêt pour utiliser ces ressources naturelles pour le bien-être de vos populations. Une partie de notre entretien a porté sur les aspects sociaux, à titre d'exemple, l'électrification rurale. Par rapport à la diversification, il a dit qu'il y a plusieurs pays, plusieurs sociétés qui sont prêts à aider votre pays, le Niger, et nous faisons partie de ces groupes-là pour aider le Niger. Thank you. Thank you. Le chef de l'État devait enfin recevoir l'association des auteurs nigériens en langue nationale, délégation conduite par Mainasara Abdoua, président de la dite association, qui a remis un trophée au président de la République pour son engagement en faveur de la promotion des langues nationales. Nous sommes venus remettre au président de la République un trophée à son endroit, un trophée qu'on lui a dédié parce qu'il a fait beaucoup de choses pour la promotion des langues nationales. Et vous n'êtes pas sans savoir, le Niger est l'un des rares pays de l'Afrique de l'Ouest qui a un ministère de la promotion des langues. Et donc c'est à la une et que vous voyez très bien que c'est vraiment un engagement politique assez fort pour faire la promotion de ces langues nationales. Donc nous sommes venus lui remettre ce trophée. Et ce trophée, c'est une suite d'une conférence qu'on a organisée à la mémoire du professeur Hambali Djounjou. Et il y a de cela une semaine que nous avons organisé donc cette conférence avec des symposiums. On a fait venir donc des conférenciers du Nigeria et aussi du Niger pour donner des conférences sur des thématiques sur les langues nationales, et en particulier le Hausa. Et donc c'était en collaboration avec l'association Nilwa du Nigeria que nous avons donc organisé cette conférence à la mémoire du professeur Hambali Djounjou. Le chef de l'État est totalement d'accord avec nous et il a déjà un engagement pris parce qu'il a déjà donc créé un ministère en ce sens. Et le ministère de l'Éducation et de la promotion des langues nationales de l'administration et de l'éducation civique a déjà une direction qui s'occupe uniquement de la promotion des langues nationales. Donc le président est partie prenante et il nous a dit que vraiment il fera tout pour vraiment avancer dans ce sens, pour vraiment promouvoir ces langues nationales. À l'Assemblée nationale s'est tenue ce matin la conférence des présidents à l'effet d'examiner le calendrier des travaux de la première session ordinaire de l'institution au titre de l'année 2014. Depuis donc des plénières à l'hémicycle, les députés se sont penchés ce matin sur les projets d'ordre du jour et le calendrier des travaux de cette session. Issoufou Suleiman et Khadija Tassa. Juste après la conférence des présidents, les députés nationaux étaient en séance plénière ce mercredi 5 mars 2014 pour examiner et adopter plusieurs projets de textes envoyés par le gouvernement pour une période de 90 jours.
Après amendements et observations faites par nos élus nationaux sur le calendrier des travaux, l'ordre du jour a été adopté. Nous sommes au terme du point inscrit à l'ordre du jour. Nous allons lever la séance et reprendra le lundi 17 mars 2014 à partir de 9h avec à l'ordre du jour l'examen et le vote des textes suivants. Premièrement, projet de loi organique portant un régime électoral des membres de l'Assemblée nationale. Deuxièmement, projet de loi organique portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la commission électorale indépendante. Troisièmement, projet de loi portant un régime général des élections présidentielles, locales et référendaires. Quatrièmement, projet de loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques. Il faudrait également souligner que dans le cadre des innovations, l'Assemblée nationale a désormais installé un système de vote électronique qui contrôle, entre autres systèmes, le système d'appel nominatif, la gestion du temps de parole, l'opération de vote anonyme ou nominatif et le passage de vote. Beaucoup de députés ont apprécié ce système qui entre dans le cadre de l'évolution de la technologie et de la modernisation au sein de nos différentes institutions. Néanmoins, la question de sa maîtrise a été soulignée par certains députés. Leurs préoccupations ont été prises en compte et l'utilisation de cet appareil sera effective après une formation à l'endroit des honorables députés. Sur un tout autre plan, la Cour d'appel de Niamey a délibéré cet après-midi sur l'affaire MNSD Nassara. La plainte des plaignants a été déclarée irrecevable pour défaut de qualité. Suivez plutôt les explications de l'avocat du MNSD. La dernière fois, vous savez, au niveau du tribunal, la Cour avait dit que la demande d'Al-Badi Abouba est irrecevable. Parce que tout simplement, ils n'ont pas respecté la procédure tendant à saisir la commission d'arbitrage et de conciliation du MNSD Nassara. Alors nous avons soulevé devant la Cour d'appel le fait que leur appel n'est même pas recevable. Pour deux raisons. La première raison, ils ont acquiescé à la décision, ils l'ont exécutée, puisque entre-temps, ils ont tout simplement exécuter ce que le tribunal avait dit, à savoir qu'il fallait saisir la commission. Ce qu'ils avaient fait. Dès lors qu'ils ont saisi la commission d'arbitrage, c'est qu'ils sont d'accord avec ce que la commission a décidé. Deuxième chose, en saisissant le MNSD Nassara, au lieu de s'adresser au secrétaire général ou à son adjoint, en l'occurrence la personne qui est sur ma gauche, M. Adari, eh bien, ils ont assigné le président du parti qui ne représente pas le parti en justice. Et bien tout simplement, la Cour a estimé qu'il n'y a même pas lieu d'examiner l'appel. Par rapport justement à cette affaire, nous avons sur ce plateau Maître Alidou Adam, avocat des exclus du MNSD. Maître, bonsoir. Bonsoir. Vous venez là de suivre avec nous l'avocat du MNSD. Alors, quel sens donnez-vous à la décision du référé? Bon, en fait, j'ai suivi ce qu'il a développé tout à l'heure, mais seulement je dis effectivement le juge d'appel a déclaré irrecevable notre appel pour défaut de qualité. Et ce défaut de qualité est lié non seulement à ceux qui ont porté plainte, comme il l'a dit, mais à celui qui a reçu l'acte d'appel. Or, cette démarche obéit au texte du parti, si on regarde le texte du parti, parce que dans le texte du parti, il est dit que le président représente le parti au plan national et international. Et c'est sur cette base que nous avons dirigé l'action vers le président du parti. Mais dans le même texte, on a dit que le secrétaire général représente le parti devant les juridictions. Donc on est dans une situation où il y a deux représentations. Et donc c'est dans ce sens que le président du parti sur le plan national et international et sur le plan judiciaire où les actions, c'est le secrétaire général. Donc en droit, on peut se dire qu'il n'y a pas eu d'erreur, mais je respecte généralement ce que je dis d'habitude.
la décision de la justice. Les juges ont apprécié, en tenant compte de ces déviations, ils ont estimé qu'il fallait diriger l'action vers le secrétaire général. Or, il se trouve que c'est le secrétaire général qui est en conflit avec le parti. Donc, il y a une équation juridique qui se pose. Et il y a eu même des situations où, souvent, on n'a pas tenu compte de cet aspect, mais on a retenu que le fait qu'on ait dirigé l'action vers le président, l'action est recevable parce qu'il le représente sur le plan national. Et quand on parle de national, c'est devant toutes les instances alors. Donc c'est dans ce sens-là que nous estimons que la décision de la Cour d'appel, nous la respectons et nous allons agir en droit. Est-ce qu'à ce stade, on peut dire que l'affaire est close? Non, l'affaire n'est pas terminée. Ça, c'est une décision de référé. Et comme lui-même, il l'a reconnu, on sera devant le juge du fond. Et devant le juge du fond, c'est à ce temps-là qu'on va débattre de tous les problèmes et de tous les contours de la situation. Et le juge des référés, on ne doit pas l'encombrer justement des problèmes du fond. Donc c'est pour ça que nous, on ne s'agite pas et on ne dit pas que quelqu'un a gagné ou quelqu'un a perdu, mais nous respectons, c'est des règles de procédure et c'est des règles d'interprétation. La Cour a estimé qu'il fallait agir vers le secrétaire général, mais nous avons estimé qu'il fallait faire vers le président du parti. Donc nous respectons cette décision. Et s'il y a lieu, même s'il faut aller en cassation, nous allons aller pour que, au niveau de la Cour de cassation, qu'on puisse édifier. Parce que dans un texte où il y a deux représentations, on se pose la question, est-ce que la première représentation est valable ou c'est la seconde qui est valable? Or, en droit, nous savons quand il y a des situations comme ça, le justiciable, lorsqu'il agit, c'est une question d'interprétation maintenant qui se pose. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, nous respectons l'interprétation de la Cour. Merci, voilà. Maître. Merci. Suite de cette édition, mission du ministre de la Jeunesse et des Sports à l'intérieur du pays, à Maradi, Abdul Karim Damalan a rencontré les jeunes pour échanger avec eux sur les actions entreprises par le gouvernement pour accompagner leurs initiatives et permettre à la jeunesse nigérienne de participer pleinement aux actions de développement. Je souhaiterais pour vous transmettre du moins les salutations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. J'ai nommé son Excellence Issoufou Mahamadou et de son Premier ministre du gouvernement, son Excellence Brigitte Raffini, qui m'ont dépêché pour rencontrer la jeunesse nigérienne en profondeur. Et dans son programme de renaissance, a mis la jeunesse dans ses 8 priorités. La jeunesse nigérienne, comme l'a dit le gouverneur tantôt, fait partie des 5 ministères chargés de l'éducation depuis 2013. Ça aussi, c'est une considération. Nous avons été mis à la tête de ce ministère pour apporter un certain nombre de changements et de rénovations conformément aux directives que nous ont données leur Excellence, Monsieur le Président de la République et son Premier ministre. Et ces directives sont l'amélioration des conditions de vie de notre jeunesse, plus son épanouissement. Alors là, son épanouissement total. Vous êtes tous la jeunesse nigérienne et nous attendons et nous voulons que ça soit ainsi. Que vous le compreniez ainsi. Nous aidons toute la jeunesse nigérienne, mais en échange, nous vous demandons quoi? Nous vous demandons d'accepter d'abord cette aide, de bien gérer cette aide et de nous assurer la paix et la sécurité pour que nous transformions le Niger. Nous ne sommes pas plus cons que les autres qui sont en train de se développer. Ils se développent grâce à la jeunesse. Nous sommes à la porte de la sortie. Bien que je vous dis au président de la République et au chef du gouvernement que la jeunesse de Maradi est d'accord avec la 5e République, est d'accord avec tout ce que nous sommes en train de faire et que la jeunesse de Maradi a pris l'engagement de faire de tous les investissements des investissements rentables pour le grand bonheur de
À Zender, où se trouve le ministre de la Jeunesse et des Sports, a procédé au lancement de la formation de 50 jeunes de la région, initiative qui entre dans le cadre de la réinsertion socio-économique des jeunes. Lawali Babale, Sandanataï. Nous sommes en route pour DIFA, pour le SAM national. Cela également concerne les jeunes, parce que les vieux ne peuvent pas lutter. Alors c'est pour cela que je vous demande de bien vouloir intégrer le nouveau code de cette lutte traditionnelle. Je lance un appel que j'appellerai l'appel de Zender à toutes les régions, à tous les jeunes qui vont participer à cette compétition pour qu'ils intègrent ce nouveau code de la lutte traditionnelle, le nouveau code de la 35e édition, puisque c'est un code qu'ils se sont librement donné, et je pense que la loi doit être respectée, et la loi de la lutte, c'est ce code-là que vous êtes librement donné. Donc j'appelle à partir de la capitale de Damagaram l'ensemble de tous les intéressés, de tous les intervenants, pour que cette lutte se fasse dans de très bonnes conditions, surtout quand on sait que le thème central de cette lutte, c'est la paix et la cohésion sociale. Alors, s'il vous plaît, chers amis, je sais que je peux compter sur vous pour que le Premier ministre, au soir du 16 mars 2014, puisse vous remercier, au lieu que ce soit moi, puisse remercier l'ensemble des participants pour la réussite totale de cet événement inédit, qui est la 35e édition du SAM national. Oui, c'était là l'appel du ministre Abdul Karim Ammalam relativement à la 35e édition du Sabre national. Poursuite de la série de rencontres initiées par la haute autorité de lutte contre la corruption Alcia avec les acteurs intervenant dans le domaine. Ce matin, elle était dans les locaux du ministère de la Défense nationale. Mahamadou Adamou, Ismaël Douda. Dans sa dynamique de rencontre avec les acteurs intervenant dans la lutte contre la corruption, la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées s'entretient aujourd'hui avec les agents de la gendarmerie et de la police nationale. Ainsi, cette dynamique de concertation et d'échange d'informations vise à accompagner les pouvoirs publics dans la prévention et la lutte contre la corruption. Un phénomène qui se caractérise par des facettes multiples et se manifeste sur plusieurs échelles. Les conséquences de cette corruption se situe sur différents paliers. Sur le plan économique, elle entraîne souvent le développement d'une économie parallèle, illicite et des manques à gagner pour les caisses de l'État. Sur le plan social, alors que l'insuffisance des recettes d'État a des percussions évidentes sur les programmes sociaux, le trafic de la drogue peut également connaître un essor. Sur le plan sécuritaire, la gangrène de la corruption rend les forces de sécurité permissives et les empêche d'exercer leur rôle de contrôle et de répression. Ceci favorise le développement et le trafic en tout genre, et le cas échéant, le trafic d'armes, source incontestable d'instabilité et d'insécurité. En effet, au-delà du rôle moralisateur et de sauvegarde économique, la lutte contre la corruption au sein des forces de police et de gendarmerie se révèle être un outil qui permet de prévenir l'éclatement ou le développement de conflits armés en ce qu'elle permet de lutter contre les trafics en tout genre qui alimentent les conflits. Réunir donc les éléments de la police et de la gendarmerie nationale pour aborder la problématique de la lutte contre la corruption suscite un grand intérêt pour les services publics et parapublics. Nul n'ignore les effets dévastateurs de la corruption sur le développement de nos pays. En effet, la corruption constitue un frein pour le développement. Elle affecte négativement le développement du pays de plusieurs manières. Au plan de la croissance, au niveau des institutions et de leur fonctionnement, au niveau de l'efficacité de l'action des administrations, au niveau de l'accès aux services sociaux de base, c'est-à-dire dans les secteurs de la santé, de l'éducation, de l'hydraulique, de l'assainissement, etc.
En initiant cette journée d'échange et d'information avec les acteurs intervenant dans la lutte contre la corruption, la ALSIA, dans la droite ligne des missions à elle assignées, adopte en même temps une démarche participative et interactive. Au regard des missions cardinales assignées à la police nationale et à la gendarmerie nationale, et de la volonté politique maintes fois réaffirmée par les plus hautes autorités de la 7e République, les ministères en charge de la sécurité ne peuvent que souscrire et accompagner cette campagne d'information et d'échange initiée par la ALSIA. Cette initiative de la ALSIA doit donc se poursuivre afin d'informer et de sensibiliser davantage les différents acteurs en vue d'un changement de comportement. S'inquérir des conditions dans lesquelles se déroule l'exercice Flintlock, tel est l'objet de la visite effectuée ce matin par le chef d'état-major des armées, le général de division Seni Garba, au niveau de la région de Difa, Abdrahmane Boukari. Le chef d'état-major des armées, le général de division Seni Garba, qui voyage à la tête d'une délégation composée de hauts responsables militaires, a été d'abord à sa descente d'avion accueilli par le gouverneur de la région de Difa, M. Yakubu Soumana Gao, qui avait à ses côtés le commandant de la zone de défense numéro 5, le colonel Moukaïla Sofiani, et les responsables des différentes unités des forces de défense et de sécurité, avant de passer en revue un détachement des forces armées nigériennes qui lui rendait les honneurs, puis salué par les officiers et sous-officiers des différentes unités des forces de défense et de sécurité. Le général de division Seni Garba, qui s'est par la suite transporté au niveau de la zone de défense numéro 5, s'est d'abord intéressé au chantier de construction d'un poste de police dont les travaux sont à un niveau d'exécution très avancé, avant de passer au niveau des différentes sections des forces armées nigériennes, tchadiennes et nigérianes qui suivent à présent l'exercice Flintlock, un exercice qui, faut-il le rappeler, au-delà de son caractère purement militaire, vise aussi le rapprochement entre les populations locales et les forces armées d'une part, et d'autre part la mutualisation des efforts des pays participants afin de vaincre le terrorisme et la criminalité organisée sur le plan régional, voire international. Le chef d'état-major des armées, le général de division Seni Garba, qui a donc au cours de cette visite rencontré ces différentes forces afin de discuter et d'échanger de leurs conditions de séjour et d'entraînement, somme toute satisfaisantes, a aussi suivi avec intérêt une série de démonstrations présentées par la section nigérienne, puis relayées par la section tchadienne, ce qui du reste a permis à la délégation d'apprécier d'elle-même les résultats déjà escomptés à travers la présente formation. La rencontre qui s'en est suivie au niveau du commandement Flintlock a été marquée par une projection axée principalement sur l'objectif assigné à l'exercice Flintlock et le contexte ayant conduit à sa mise en œuvre, ce qui a permis donc à cette délégation de cerner tous les aspects liés à cette formation et des opportunités qu'elle offre aux populations à travers les assistances civilo-militaires qui visent à apporter les services de première nécessité, notamment dans le domaine de la santé. C'est le cas récemment au niveau du village de Chetimari, où près de 700 personnes ont été consultées et soignées gratuitement et près de 1000 moustiquaires ont été distribués aux populations. Le programme d'appui à la société civile PASOK 2 a tenu ce jour à l'hôtel Kawai sa 4e réunion du comité de pilotage. Au cours de cette réunion présidée par le secrétaire général du ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, il sera question d'échanger sur certains aspects de la mise en œuvre du PASOK 2 qui fera l'objet d'une évaluation dans les prochains jours. Raïla Touchebou, Hadiza Hamid. Le programme d'appui à la société civile seconde phase est financé par le 10e Fonds européen de développement pour un montant de 5,247 milliards de francs CFA pour une durée de 48 mois. Le PASOK 2, qui a démarré ses activités le 17 janvier 2012, a pour objectif de renforcer les capacités des organisations de la société civile, quel que soit leur niveau ou leur structuration, pour leur permettre de jouer le rôle qui leur revient au sein de la société nigérienne, non seulement pour les actions liées au développement, mais aussi au niveau du processus de démocratisation du pays. Le PASOK constitue dès lors un des outils indispensables à la société civile nigérienne en termes financiers, 8 millions d'euros pour la période de 2012 à 2015, et de champs d'intervention. Il combine des financements de projets, des appuis techniques au travers de formations au profit de la société civile,
des études pour mieux faire connaître cette même société civile et la réflexion sur le cadre légal et politique, tout en s'attachant à renforcer un dialogue élargi. La convention de financement du PASOK 2 prévoit au minimum 3 réunions du comité de pilotage pour chaque devis programme. Le comité de pilotage est un organe essentiel pour la réussite du programme et pour l'échange d'informations. Il s'agit au cours de cette session d'échanger sur l'état de mise en œuvre du devis programme numéro 2 et les perspectives pour les 6 prochains mois. En ce qui concerne l'exécution du DP2, les éléments d'appréciation contenus dans le rapport d'avancement montrent que les activités se déroulent selon le programme retenu. 3 appels à propositions ont été lancés au cours du premier semestre du devis programme numéro 2 pour une enveloppe globale de plus de 700 millions, soit 37% du volume financier global des activités du DP2. Le processus devant conduire à l'adoption d'une nouvelle loi portant régime des associations au Niger est en cours. Le répertoire des OSC sera publié au cours du mois de mars. Il couvrira la période 1963 à 2013. La conséquence immédiate de tous ces efforts est une amélioration du taux d'exécution financière qui passera ainsi à 73% en fin juin 2014. Au niveau de la gestion administrative et comptable, les principales actions menées concernent en particulier l'élaboration des mémoires des mois d'août, septembre, octobre, novembre et décembre, la préparation d'un avenant pour corriger le budget du devis programme numéro 2 et rendre possible l'utilisation du logiciel SARA, l'introduction auprès de la délégation de l'Union européenne d'une demande de réapprovisionnement spécial pour un montant de 807 838 663 francs CFA. Le secrétaire général du ministère du Plan de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire a tenu à rappeler aux participants à cette 4e réunion du comité de pilotage que bientôt le PASOK 2 fera l'objet d'une évaluation à mi-parcours. À cet effet, les recommandations issues de cette réunion pourraient constituer des éléments d'appréciation à prendre en compte au cours de l'évaluation. Ateliers d'échange et de formation des maires et points focaux régionaux du programme d'action communautaire pour la résilience climatique. C'est ce matin au ministère du Plan sous la présidence du secrétaire général du dit ministère, Salif Garba Baka Hajar. Cette rencontre qui intervient 18 mois après le lancement du projet d'action communautaire pour la résilience climatique permettra aux maires et points focaux des régions concernées d'échanger sur les expériences et leçons tirées afin de mieux faire face aux défis et répondre aux engagements pris par le gouvernement dans le cadre de ce projet. Dans cet esprit, l'atelier aura pour objectif de renforcer les capacités opérationnelles des acteurs que vous êtes afin que les futurs micro-projets communautaires à soumettre au financement du PAC RC soient aussi intégrés que possible et qu'ils prennent en compte véritablement les aspirations des populations rurales bénéficiaires ainsi que leurs écosystèmes productifs en matière de résilience climatique. Notre pays s'est engagé résolument à faire de l'amélioration de la résilience climatique un des axes prioritaires de son développement, comme en témoigne le programme de développement économique et social PDS 2012-2015 et la stratégie de mise en œuvre de l'initiative 3M, principaux cadres de référence pour le programme de renaissance de son Excellence, Monsieur le Président de la République, El Hadj Issouf Mahamadou. C'est pourquoi le programme stratégique de résilience climatique, à travers ses projets prioritaires, notamment le PAC RC, doit servir de porte-flambeau pour la promotion d'un développement résilient au climat. Cet atelier doit également servir de cadre pour faire le bilan critique des 18 mois d'activité, d'échanger sur les difficultés rencontrées afin d'avoir une programmation rationnelle à la hauteur des ambitions de l'exercice 2014.
La coopération allemande vient en appui à la police nationale avec un important lot de logistique d'une valeur de plus de 110 millions de francs CFA, ce dont a été réceptionné ce matin par le directeur général de la police nationale, Abdoulaye Hamidou, Gérard Abdelaziz. Du matériel informatique destiné à la gestion des ressources humaines, du matériel technique pour la police scientifique et l'identité judiciaire, et des kits d'investigation, de collection et de conservation d'indices et de preuves. Telle est la composition de cet appui de la coopération allemande à la police nationale. En remettant ce don d'une valeur de 67 millions de francs CFA, le directeur résident de la GIZ a rappelé les contours de l'intervention de la coopération allemande dans le secteur de la sécurité au Niger. Le projet de renforcement des capacités de la police nationale mis en œuvre par la GIZ fait partie d'un programme régional de renforcement de structures de police en Afrique subsaharienne. La composante de Niger couvre une période de 3 ans, 2013 à 2015, avec un budget global de 2,2 millions d'euros, soit 1,4 milliard de CFA. Les actions appuyées depuis 2013 au Niger combinent la livraison de matériel, les travaux de construction, par exemple le poste frontalier, et l'appui conseil technique en matière de formation. Ces actions se concentrent au niveau de 3 volets essentiels. L'assurance d'un trafic transfrontalier plus efficace avec les pays voisins, un travail plus performant dans le prélèvement de traces ainsi que dans l'identification judiciaire, et l'appui au développement de ressources humaines et la gestion du personnel. L'importance de ces domaines d'intervention a été soulignée par le directeur général de la police nationale, qui a ensuite présenté la gratitude des autorités en charge de la sécurité à la coopération allemande. Je voudrais me réjouir du choix que vous avez porté sur des domaines prioritaires qui tiennent en tout cas une place du choix dans le programme des plus hautes autorités du Niger, à savoir son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État et le gouvernement du Niger, à savoir une meilleure gestion des ressources humaines. Vu le contexte sécuritaire traversé par le Niger, le premier élément en tout cas d'investissement sur lequel on peut compter pour lutter contre la criminalité et le terrorisme, c'est le facteur humain. Et vous avez judicieusement choisi d'investir dans ce domaine pour une meilleure gestion des ressources humaines et qui serait un appui pour toutes les autres structures qui doivent intervenir. Vous avez également choisi d'investir dans le domaine de l'identification à travers 2 structures. Le laboratoire de police technique et scientifique et le service central de l'identité judiciaire. Je voudrais également mentionner un domaine, puisque vous avez parlé également de maillage territorial. Tous les efforts qui sont entrepris au niveau du gouvernement nigérien, si les frontières restent poreuses, malheureusement, les trafiquants de tous bords, les terroristes vont traverser allègrement nos frontières. Et vous avez judicieusement également choisi d'intervenir dans ce domaine pour renforcer le contrôle au niveau des frontières à travers la construction d'un certain nombre de postes frontaliers. Ce don de la République fédérale d'Allemagne participe aux efforts conjoints de l'État du Niger et de ses partenaires au développement pour le renforcement des structures de la police sur l'ensemble du territoire national. Ouverture ce matin à Niamey des travaux de l'atelier de validation du rapport d'audit organisationnel et institutionnel de la Direction générale du budget. Il s'agira pour les participants d'apporter leur appréciation sur le document afin de relever les forces et les faiblesses de la Direction générale du budget dans le cadre de la gestion des finances publiques. Le compte-rendu de Sekinato Abdou et Mamadou Adam. Cette cérémonie est organisée par le ministère des Finances pour la validation du rapport de l'audit organisationnel et fonctionnel de la Direction générale du budget. Une initiative qui consiste à s'assurer de la capacité des services de l'atteinte des objectifs et résultats assignés aux entités relevantes du ministère des Finances dans leur mission d'insuffler une nouvelle dynamique de la gestion des finances publiques. Le budget de l'État, qui est dans la préparation et l'exécution budgétaire, relève principalement du ministre des Finances, est là pour mettre en œuvre les politiques publiques. Et depuis un certain temps, l'État s'est engagé dans des réformes, d'abord avec les partenaires. Il y a eu un cadre de revue de la dépense publique et de la responsabilité financière, qu'on appelle communément PINFAR, qui a permis d'élaborer un plan d'action pour la gestion du système des finances publiques au Niger. Bon, cela n'a pas suivi, il y a eu des résultats mitigés.
Entre-temps, l'UEMOA a réorganisé le cadre législatif pour faire une harmonisation au niveau de tous les pays membres. Et à travers ce cadre législatif nouveau, il fallait prendre des nouveaux textes. Et c'est ainsi que nous avons adopté une nouvelle loi organique relative aux lois des finances, la loi 2012, du 12 mars 2012. Cette loi nous incombe d'aller vers des budgets axés sur les résultats. Et pour pouvoir aboutir à une meilleure utilisation des ressources publiques, et pour pouvoir faire une meilleure allocation de ces ressources-là et avoir une efficacité dans la dépense. Bon, il se trouve que la direction générale du budget, quand même, malgré toutes ces réformes, est restée dans une organisation traditionnelle qui ne permettait pas de répondre aux attentes. Et il fallait nécessairement faire l'audit vers les faiblesses, surtout, et les forces de la direction générale du budget, et voir quelles seront les mesures qui vont être entreprises à court, moyen et long terme. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons commandé une étude auprès d'un cabinet qui a fait ce rapport provisoire qu'on est en train d'examiner présentement pour pouvoir le valider et puis voir les actions et aboutir à une feuille de route pour la direction générale du budget pour qu'elle puisse quand même être au cœur de cette réforme. Parce que c'est la structure qui est au pivot de toutes ces réformes-là. Cette journée d'échange permettra donc aux participants de doter le Niger d'un document de référence en matière de gestion des finances publiques et par la suite d'avoir une vision claire sur la question du renforcement des capacités des différents collaborateurs et partenaires des ministères sectoriels. La mission nationale des inspecteurs généraux de l'administration territoriale qui sillonne le pays dans le cadre de l'évaluation des services déconcentrés de l'État se trouve dans la région de Zinder où elle a organisé une rencontre d'information en présence du gouverneur de la région. Garba Maman Kabiru. Prenant le premier la parole, le gouverneur Kalla Moutari s'est dit régi de cette initiative qui vient un tant soit peu magnifier tout l'intérêt qu'accordent les responsables au plus haut sommet de l'État à l'administration nigérienne. Car devait-il préciser, les choses sont en train de changer positivement et il est du devoir des responsables des services déconcentrés de l'État de changer de comportement afin que l'administration soit performante. Sur les objectifs essentiels et les attentes au sortir de cette importante mission, El Hadji Bourema Idé donne plus de précisions. Il s'agit donc d'une mission dont l'objectif essentiel est d'évaluer les capacités d'action des administrations déconcentrées, c'est-à-dire les régions et les départements auxquels il faut associer les services techniques déconcentrés communément appelés SDD qui ont la charge donc de l'accompagnement technique. Comme vous le savez, l'administration nigérienne repose sur deux principes fondamentaux, la déconcentration et la décentralisation. Au sortir donc de cette mission, nous allons brosser l'état des lieux, n'est-ce pas, de tous les moyens dont disposent donc les administrations déconcentrées. Et pour ce faire, nous avons élaboré des outils de collecte qui sont articulés autour de plusieurs thématiques, notamment la situation du personnel, la situation du matériel roulant, la situation de l'immobilier, c'est-à-dire la situation du bâtiment et la situation, n'est-ce pas, des crédits délégués. Donc quand toute cette situation-là sera élaborée, nous allons exploiter ces fiches. Et je rappelle qu'il s'agit d'une mission nationale, donc à l'issue de cette mission, un document national sera donc élaboré et qui pourra servir comme outil d'aide à la décision aux plus hautes autorités de ce pays pour la mise en place d'une véritable administration déconcentrée à même de promouvoir le développement à la base. Occasion pour les participants à cette importante réunion d'intervenir pour des éclaircissements et autres précisions pour lesquelles ils ont eu des réponses appropriées. Suite aux troubles occasionnés par les agissements des jeunes issus d'un collectif de la société civile non autorisé du 20 au 21 février à Agadez, le gouverneur de la région a tenu hier une réunion d'information avec les responsables des partis politiques, les leaders religieux, les responsables des forces de défense et de sécurité afin de prévenir tout acte de nature à troubler l'ordre et la quiétude sociale dans la capitale de l'Aïr. Hachim Mohamed, Nassirou Nakakali. Il vous souviendra que le 21 et 22 février, un groupe de jeunes relevant d'un collectif de la société civile dénommé CRI
a entrepris des manifestations non autorisées par l'autorité compétente. Au terme de ces agitations, des casses ont été déplorées, occasionnant des dégâts importants tant du privé qu'au niveau du public. Les principaux dirigeants de ces collectifs ont été mis en arrêt conformément à l'état de droit par la force publique pour permettre aux juridictions de situer les responsabilités. C'est ainsi que le gouverneur de la région d'Agadez, le colonel-major Garba Mekido, absent au moment des faits de la région, conformément à l'approche participative qu'il a toujours privilégiée dans la gestion des affaires d'intérêt public, a jugé hier indispensable de rencontrer toutes les couches socio-professionnelles en présence du président du conseil régional Mohamed Anoko, les maires d'Agadez, les responsables des FDS, les oulémas et les représentants des partis politiques, pour réaffirmer la détermination du pouvoir public de veiller sur la sécurité des personnes et des biens